Focalisez votre regard, ne serait-ce qu'un instant, sur la cotation en temps réel du baril de pétrole brut Brent, qui menace aujourd'hui de franchir la barrière dantesque et apocalyptique des $320. Ce chiffre rouge, clignotant frénétiquement sur les écrans de Wall Street et de la City de Londres, n'est rien d'autre que l'autopsie financière de la politique étrangère américaine. Ce que la machine médiatique corporative tente désespérément de vous vendre comme une guerre de précision ou une attaque préventive réussie au Moyen-Orient s'est transformé en l'échec tactique le plus massif, le plus coûteux et le plus humiliant de l'Empire depuis le début du XXIe siècle. Nous sommes en mars 2026 et le plan maître conçu par l'administration Trump, exécuté de concert avec l'État d'Israël pour décapiter et soumettre la République islamique d'Iran, vient de s'effondrer sous les yeux du monde entier. L'hyperpuissance a cru qu'en assassinant le guide et en bombardant les ministères, elle gagnerait la guerre en 5 semaines. Mais ils viennent de découvrir, avec une panique absolue, que l'Iran non seulement ne s'est pas rendu, mais qu'il est sur le point de déployer une nouvelle génération de missiles hypersoniques qui rendent mathématiquement obsolète tout le réseau de défense de l'OTAN. Cela déclenche une pression interne et mondiale qui menace de fracturer le gouvernement américain lui-même. Pour comprendre la dimension tectonique de ce bourbier, nous devons disséquer les phases de l'échec atlantiste avec la froideur de l'analyse matérialiste. La phase 1 du Pentagone, l'infâme opération Epic Fury, a atteint son objectif médiatique. L'assassinat de l'ayatollah Ali Khamenei et un bombardement massif sur le siège de l'Assemblée des experts à Qom, détruisant 70% du complexe. Trump et Netanyahou ont célébré cela comme un échec mat, mais ils ont échoué monumentalement à comprendre la sociologie politique de l'État iranien. Le système théocratique du Velayat e Faqih, conçu après des décennies d'isolement et de guerre asymétrique, a démontré une redondance structurelle terrifiante. Le commandement n'a pas sombré. Il s'est immédiatement décentralisé. Le plan B américain, qui visait à décapiter le nouveau conseil provisoire de succession composé de Pezeshkian, Mokber et Salami, a échoué lamentablement. Le leadership iranien s'est adapté, opérant via des réunions virtuelles depuis des bunkers secrets, tandis que la structure clandestine des gardiens de la révolution prenait le contrôle opérationnel de l'arsenal. La décapitation n'était qu'une illusion d'optique qui n'a servi qu'à enrager et à unifier la ligne dure militaire autour de figures vengeresses. C'est ici que l'économie physique de la guerre asymétrique entre en scène pour pulvériser le budget américain. L'Iran n'a pas répondu en implorant pitié, mais en activant l'opération Vraie Promesse 4, une campagne de représailles massive qui a exposé la fragilité du bouclier antimissile occidental. Les stratèges de Washington et de Tel Aviv avaient promis une bulle d'immunité, mais les données brutes qui filtrent des agences de renseignement sont démolisseuses. Lorsque l'Iran lance ses essaims combinés, le taux d'interception du tant vanté dôme de fer et du système Patriot s'effondre à un pathétique 12%. 88% des vecteurs pénètrent les défenses. La raison de ce naufrage algorithmique réside dans l'arsenal de nouvelle génération que Téhéran a mis en jeu. Le missile Segil à portée intermédiaire avec une précision millimétrique, le Qassem-4 qui contourne le système Arrow 3 et les missiles de croisière furtifs. Mais le véritable cauchemar, le game changer, qui place les généraux du commandement central au bord de la dépression nerveuse, est la confirmation que l'Iran déploie déjà de manière opérationnelle son missile hypersonique Fatah 3. Nous parlons d'un monstre balistique
capable d'atteindre des vitesses de Mach 15 avec une portée de 1400 km et une charge utile de 500 kg. Ce qui rend le Fatah 3 virtuellement instoppable, ce n'est pas seulement sa vitesse, mais le fait qu'il voyage enveloppé dans un bouclier de plasma qui absorbe les ondes radar, lui conférant des capacités furtives, tout en exécutant des manœuvres terminales violentes qui rendent inutiles les calculs du système Tchad. L'Iran a démontré la précision chirurgicale de ce missile avec un impact parfait dans le désert de Dash et Kavir, et les images satellites confirment l'existence de plus de 50 silos camouflés et actifs à Semnan, Tabriz et Ispahan. L'Occident fait face à une arme qu'il ne peut ni pister ni intercepter à temps. Les cibles marquées par cette technologie ne sont pas aléatoires, elles sont conçues pour étrangler la logistique de l'occupation. Ils ont déjà rasé 12 hangars de la base de Nevatim, détruisant au moins 4 coûteux chasseurs F-35 au sol. Ils ont pulvérisé le dépôt de munitions de la base d'Erbil en Irak, provoquant une détonation en chaîne qui a duré 3 heures. Mais le coup de maître porté à l'économie de guerre israélienne a été l'impact direct sur la raffinerie de Baza à Haïfa, qui traite 7 millions de tonnes par an et produit 80% du carburant spécial de l'armée de l'air. Les installations brûlent, dégageant une fumée noire visible depuis le Liban, paralysant les opérations aériennes. C'est l'application du parallélisme de Pearl Harbor au XXIe siècle. Paralyser la flotte et la capacité de vol de l'adversaire en détruisant ses infrastructures au sol. Et l'Iran ne cache pas ses prochaines cibles. La base d'Incirlik en Turquie, la base de Diego Garcia dans l'océan Indien et le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. Face à cette débâcle militaire sans précédent, la pression interne sur l'administration de Donald Trump atteint des niveaux d'ébullition, menaçant de fracturer le mouvement conservateur lui-même à la veille des élections de mi-mandat. Trump a justifié cette guerre en promettant une victoire éclair de 4 semaines qui pacifierait la région et garantirait les intérêts de America First. Aujourd'hui, la réalité matérielle l'expose comme l'architecte d'un bourbier financier insoutenable. Le coût de cette guerre d'usure est tout simplement obscène. Le Trésor américain dépense près d'1 billion de dollars par jour pour financer le remplacement des coûteux missiles Patriot à 20 millions de dollars l'unité face à des drones iraniens qui n'en coûtent que 50 000. C'est un ratio de ruine de 400 contre 1, mobilisant des flottes entières pour la simple survie d'Israël. Cette gigantesque saignée fiscale a des conséquences immédiates et brutales pour la classe travailleuse européenne et américaine. L'inflation officielle s'envole au-delà de 12%, propulsée par un prix de l'essence qui frôle les 9 dollars le gallon aux États-Unis, tandis qu'en France et dans le reste de la zone euro, le prix à la pompe dépasse les 3 euros le litre, provoquant une paralysie industrielle rampante. Pour l'ouvrier salarié, pour la mère célibataire, pour l'étudiant noyé sous les dettes, ce n'est pas un simple inconvénient macroéconomique, c'est l'impossibilité matérielle de subsister. On demande aux citoyens de choisir entre chauffer leur foyer ou se rendre au travail. Pendant que les salaires sont pulvérisés par l'inflation, la classe ouvrière voit ses impôts s'évaporer pour financer le chaos au Moyen-Orient. La fracture politique est totale. Les faucons néoconservateurs, dans un élan de folie pure, exigent déjà l'usage d'armes nucléaires tactiques, le nucléaire tout de suite, tandis que l'aile isolationniste dénonce cette guerre éternelle comme une trahison directe des promesses de reconstruction interne. Trump, acculé et erratique, tente de détourner l'attention en attaquant ses propres alliés et en déclarant, dans un acte de délire impérial inouï, que les États-Unis devraient aider à choisir le prochain leader suprême de l'Iran. C'est la négation pathologique de la réalité.
Un empire incapable de protéger ses propres bases tente de dicter la politique intérieure d'une nation qui vient de percer son bouclier antimissile. Pendant que Washington s'enfonce dans ses contradictions, le bloc eurasiatique a consolidé un mur de contention diplomatique, économique et militaire autour de Téhéran. La Fédération de Russie, comprenant que la chute de l'Iran signifierait l'ouverture d'un front atlantiste à sa frontière sud, a abandonné toute subtilité. Moscou a activé 6 batteries du système ultra-avancé S-500 autour de Téhéran. Plus létal encore, l'arsenal iranien est désormais intégré au réseau de positionnement satellite russe GLONASS, octroyant au missile Fatah 3 une précision absolue et transformant l'espace aérien perse en une zone d'exclusion de facto pour les bombardiers américains. Dmitri Medvedev a été cinglant. Il avertit que la Russie ne permettra pas le pillage du pétrole iranien et que les provocations américaines nous rapprochent d'une déflagration globale. La République populaire de Chine, agissant comme le poumon financier de la résistance, a exécuté un mouvement d'échec et mat économique. Face aux sanctions occidentales, Pékin a octroyé un prêt d'urgence massif à Téhéran et a sécurisé l'achat de 100% du pétrole iranien exportable, liquidant l'intégralité des transactions en yuans via le système alternatif CIPS. C'est l'estocade finale portée au cœur du pétrodollar. Le président Xi Jinping l'a déclaré, la souveraineté de Téhéran et le commerce en yuan sont les piliers du nouveau monde multipolaire. Le bloc non occidental a tracé une ligne rouge explicite. Toute tentative d'escalade nucléaire par les États-Unis sera répondue par la force collective de l'Eurasie. Ce conflit que la propagande corporative présente comme une lointaine dispute religieuse est en réalité la manifestation la plus violente de la guerre des classes à l'échelle mondiale. L'impérialisme, réalisant qu'il ne peut plus rivaliser productivement avec la Chine ni maintenir sa suprématie technologique, a décidé que sa seule exportation viable était désormais l'hyperinflation, le terrorisme d'État et le pillage militarisé. Les grandes corporations de l'armement voient leurs actions s'envoler à des niveaux records, profitant obscènement de chaque salve de missiles, tandis que la facture de ce profit ensanglanté est payée par les travailleurs du monde entier. Vous payez la guerre de Trump chaque fois que vous voyez le prix du pain, de l'électricité ou de l'essence se multiplier dans vos propres pays, pendant que les gouvernements bourgeois coupent dans les budgets de la santé et de l'éducation pour maintenir à flot l'alliance atlantiste. Nous devons être implacablement lucides sur la nature du régime iranien. La République islamique n'est pas un paradis socialiste, c'est un capitalisme d'État théocratique féroce ou de gigantesques conglomérats contrôlés par le clergé et les militaires exploitent sans pitié la classe ouvrière iranienne. Mais paradoxalement, c'est la survie structurelle de cet État et sa résistance asymétrique qui brise aujourd'hui l'architecture financière et militaire de l'Empire, accélérant l'effondrement du dollar comme monnaie de réserve. L'histoire est arrivée à un point de bifurcation terminale. Les puissances capitalistes ont démontré qu'elles sont prêtes à sacrifier l'économie mondiale et à flirter avec l'annihilation nucléaire plutôt que de renoncer à leur monopole. La seule issue émancipatrice ne proviendra pas des urnes ou des partis financés par l'industrie de guerre, mais de l'organisation internationale de la classe travailleuse. Des ports paralysés de Haïfa aux banlieues françaises étouffées par l'inflation, les exploités doivent comprendre qu'ils ont un ennemi commun assis dans les conseils d'administration du capital transnational. Seule la mobilisation massive pour exiger le démantèlement de l'économie de guerre pourra arrêter ce train impérialiste qui nous entraîne vers l'abîme. Ne les laissez pas vous vendre le mensonge selon lequel la guerre est inévitable.
La guerre est la politique de la bourgeoisie par d'autres moyens, et notre tâche historique est de leur arracher le pouvoir avant qu'ils ne transforment la planète en un cratère fumant pour sauver les dividendes de Wall Street. Alors que le fracas des explosions s'estompe pour laisser place au silence pesant de l'incertitude, observez la quiétude antinaturelle qui enveloppe aujourd'hui la base de la 5e flotte des États-Unis à Bahreïn. Pendant près d'un demi-siècle, cette formidable concentration de puissance navale, avec ses destroyers de classe Arleigh Burke et ses sous-marins d'attaque, a fonctionné comme le grand gourdin impérial avec lequel Washington disciplinait tout le Moyen-Orient, garantissant que les flux de pétrole obéissent aveuglément aux dictats de Wall Street. Mais en ce mois catastrophique de mars 2026, cette armada autrefois invincible s'est transformée en un otage de métal terrorisé. La confirmation que les gardiens de la révolution iraniens ont placé leur batterie de missiles hypersoniques Fatah 3 en état d'alerte maximale, programmant les coordonnées exactes des installations de l'Atlantique dans le golfe Persique, a paralysé toute projection de force. Le Pentagone le sait et les analystes de l'intelligence l'admettent dans leurs rapports classifiés, une sueur froide au front. Un missile voyageant à Mach 15 est mathématiquement ininterceptable pour les systèmes de défense Aegis qui protègent leurs navires. Si l'escalade franchit le seuil du non-retour, si la phase 3 de l'offensive américaine est autorisée, la réponse de Téhéran ne prendra pas des jours. Elle prendra exactement les 7 minutes nécessaires au Fatah 3 pour fendre l'espace aérien et couper en deux la superstructure d'un porte-avions nucléaire. La doctrine de domination navale occidentale est devenue obsolète du jour au lendemain. Ils ont construit des cités flottantes de milliards de dollars qui ne sont plus aujourd'hui que des cibles stationnaires face à l'ingénierie asymétrique du bloc eurasiatique. Alors que la machine de guerre s'asphyxie dans cette paralysie tactique, le tissu social au sein des frontières impériales subit une décomposition structurelle sans précédent. Les politiciens à Washington et dans les capitales européennes tentent de projeter une image de normalité, mais l'économie physique se charge de broyer leurs mensonges. Le tsunami inflationniste provoqué par le siège des routes commerciales est en train de raser le niveau de vie des travailleurs. Pour le travailleur salarié, pour l'étudiant étouffé par les dettes, un gallon d'essence à 9 dollars ou un litre à 3 euros n'est pas qu'un chiffre. C'est l'impossibilité matérielle de subsister. C'est devoir choisir entre remplir le réservoir pour aller travailler ou acheter les produits de base dont le prix a doublé. La classe ouvrière finance, par sa faim, le remplacement des missiles patriotes brûlés inutilement dans le ciel du Levant. Les institutions bourgeoises internationales, comme l'ONU, se révèlent être des forums stériles, séquestrés par le droit de veto de puissances décadentes. L'ordre, fondé sur des règles, a été mis à nu. Ces seules règles sont l'accumulation sauvage de capital et le droit divin de l'Empire à piller à sa guise. Cependant, le Sud global ne tolère plus cette humiliation. La résistance balistique asymétrique qui freine aujourd'hui les plans du Pentagone agit comme le catalyseur d'un nouveau système international. L'histoire est arrivée à son point de bifurcation terminale. La solution à cette barbarie ne proviendra pas des bureaux où les oligarchies se partagent les zones d'influence, mais de l'éveil d'une conscience internationale. Il est temps d'arracher le pouvoir à ceux qui sont prêts à transformer la planète en un cratère fumant pour sauver les profits de la finance transnationale. Le train impérialiste nous entraîne vers l'abîme. La mobilisation massive est notre seul frein.